Je vais vous présenter une problématique qui me tient à cœur et je dois dire que c'est la première fois que je la présente. Alors, peut-être tu veux que je me montrer comme ça, je ne vais pas te faire attendre. Non, non. Alors, tu me diras quand tu auras besoin, pas de problème. C'est gentil. Et donc c'est une problématique que je vais partager avec vous pour la première fois, qui me tient à cœur. S'il y a des petits ratés, désolé, mais je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur deux aspects de cette intervention que je vais faire. Alors, je vais parler de deux révolutions, mais bien sûr le terme est excessif, bien sûr, mais disons que c'est un terme qui est fort et qui a le mérite de retenir un petit peu l'attention. Et donc, je vais parler de deux révolutions concernant le masculin. Et je vais faire référence donc à un concept qui me semble important aujourd'hui pour prendre du recul par rapport à l'histoire que nous vivons et pour comprendre un petit peu moins mal, bien sûr je n'ai pas grande prétention, un petit peu moins mal la complexité que nous vivons et réfléchir autour de quelques concepts qui me semblent particulièrement intéressants pour rendre compte notamment de cette période de transition dans laquelle il me semble que nous sommes engagés. Donc vous allez voir tout à l'heure. Alors, je vais faire défiler les petits trucs là. Mais en fait, je voulais d'abord vous montrer une photo, enfin un tableau de Bruegel. Bruegel, enfin voilà, vous ne voyez pas grand-chose, donc je suis désolée. Mais l'idée était la suivante, c'est que bon, voilà, au Moyen Âge. La vie était mélangée, les générations étaient mélangées et bien sûr il n'y avait aucun confort en termes de sanitaire, etc. Et il y a un endroit où il me semble qu'on voit un tout petit postérieur à une fenêtre et en fait c'est un petit enfant une petite fille qui fait pipi. Et donc en fait il fallait faire très attention pour passer sous les maisons. Là où ici au Canada, il faut faire très attention avec la neige. Là, c'était plutôt un genre d'eau bénite, quoi. Mais on le voit pas sur la photo du tout. Mais c'était juste pour faire référence au passé dont nous sommes en train de nous écarter énormément. Et donc, c'est pour mettre en perspective ce cheminement à travers l'histoire. Alors, donc, je vais vous parler de la mobilité. Bah oui, là, c'est mon nom, mais là, on peut passer. Voilà. Donc, mon idée, c'est de chercher à comprendre les changements. Et notamment, donc, bien sûr, je m'appuie, bien sûr, sur les travaux des spécialistes qui sont ici. Sur mes travaux qualitatifs, notamment donc la question du téléphone, les pères séparés, les enfants, mais aussi la question des relations entre les hommes et les femmes, sur la sexualité, notamment avec cette idée que aujourd'hui les jeunes hommes veulent tout dans la relation, là où auparavant c'était surtout les femmes qui voulaient tout, et tout, quand on dit tout, c'est tous les registres. Bien sûr, communication, affection, sexualité, érotisme, loisirs, enfants, bref. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Par ailleurs, un ensemble de recherches, notamment, Gilles en a parlé, comparatif, et j'ai pas encore fini d'explorer tout ça, entre des couples, mais interviewés séparément des hommes et des femmes, en Algérie et au Chili où j'ai vécu 2 ans. Et là, on voit bien que tous les modèles se combinent là où on aurait pu penser qu'il y avait des différences culturelles gigantesques. Certes, il y a des écarts gigantesques. Et j'ai en tête notamment en Algérie un homme qui disait « ma femme travaille, mais ça la regarde vraiment. Pour moi, c'est comme si elle ne travaillait pas. » Donc, il niait le statut social, professionnel de sa femme, et il niait l'apport économique. Bref, il y avait un décalage considérable et il fallait que la femme combine tous les rôles de manière totalement transparente, sans du tout parler de la situation qu'elle vivait. Mais à l'opposé, bien sûr, j'ai rencontré
des hommes, des femmes qui étaient tout à fait dans la recherche de partage. Quand j'ai beaucoup circulé donc au Yémen, aussi en Syrie, en Corée du Sud, où je suis restée un certain temps, en Norvège, bon, tout ça, ce sont des pays très très différents. Mais ce qui est très intéressant, c'est que partout, à chaque fois, j'ai rencontré des hommes qui étaient toujours dans une situation de distanciation par rapport à ce qu'ils faisaient. Bien sûr, il y en avait qui étaient à l'opposé, moi ce que j'appelle les masculins défensifs, mais il y en avait aussi qui étaient totalement, entre guillemets, en métamorphose, en changement, et qui étaient dans une distance par rapport à ce qu'ils faisaient, une subjectivité qui était très intéressante, et notamment au Yémen, à Sanaa, des hommes qui disaient « je ferais mieux de rentrer chez moi le soir plutôt que d'aller mâchonner du cat au café avec mes collègues. D'abord, je dépenserais moins d'argent et je m'occuperais mieux de mes enfants. » Et en fait, quand ils disaient ça, c'était pas forcément de la culpabilité, c'était un témoignage du fait que, ben voilà, ils n'arrivaient pas à franchir le pas, mais ils avaient envie de le franchir, mais ils ne savaient pas trop comment, et il n'y avait pas l'émulation pour franchir ce pas. Et pareil, à Damas, en Syrie, j'ai été très impressionnée de voir des jeunes hommes. Vous allez me dire, c'est quelque chose de symbolique, mais qui a un sens. Porter leur bébé dans le sac kangourou devant eux et avoir un comportement qui n'était pas du tout moi je suis l'homme, je sors dehors, je m'occupe pas du tout petit, je fais les courses pour Bobonne parce qu'il ne faut pas qu'elle dépense de l'argent et puis elle sort pas. Et puis non, c'était pas du tout ça. Donc partout à l'échelle de la planète, c'est ça moi qui m'a toujours impressionnée, c'est que le mouvement de changement et cette recherche de distance par rapport à soi est en marche du côté du masculin. Et ça me permet aussi, excusez-moi, je vais très très vite, mais ça me permet aussi d'oser parler de métamorphose. Ça me permet aussi d'aller voir du côté d'autres domaines et pour enrichir aussi la problématique, même si, je vous ai dit, je prends des risques. Vous allez certainement trouver que mon intervention est très éclatée parce que j'essaie de recouper des thèmes et notamment, ça fait environ 8 ans que je travaille sur l'environnement. C'est pas par hasard. Donc j'ai réalisé des interviews et des entretiens qualitatifs auprès de 10 minutes auprès de personnes. De 300 personnes, 320 une fois et 320 une autre fois à 5 ans d'intervalle, hommes-femmes à l'échelle de la France. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette transformation du discours dans le rapport à l'environnement et notamment la prise de conscience du côté du masculin de l'impact des modes de vie sur l'environnement. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et notamment en l'espace de 5 ans. Comment les hommes, il y a 5 ans, disaient les petits gestes, ça ne sert à rien au niveau de l'environnement. Et aujourd'hui, c'est ça, et du côté des cadres notamment, hein, alors qu'en général, ils se soucient assez peu de ça. J'ai beaucoup entendu les petits gestes sont importants et ce qui est important aussi, c'est les gestes à l'échelle régionale, locale, régionale, nationale, etc., internationale. Et ce qui est important, c'est de combiner tous les registres, et notamment ce qu'on peut appeler les petits riens, les petits gestes au quotidien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais allons-y. Je vais voilà. Alors, pour moi, la première partie de mon topo, mais ne vous affolez pas, je vais aller vite. La première partie de mon topo porte autour de cette idée que véritablement pour étudier les transformations, on est obligé de les resituer dans un contexte conjoncturel et de voir que les effets des transformations du mouvement des femmes sur les hommes, et j'étudie toujours la dialectique, c'est-à-dire la transformation des rapports hommes-femmes, des rapports hommes-hommes et des rapports adultes-enfants, etc. La dialectique est véritablement à l'œuvre et il y a véritablement
une première révolution issue de tout ce dont on a parlé depuis ces jours-ci, et notamment avec l'idée que cette première révolution du masculin nous permet de parler de mobilité des identités. Alors, bien sûr, je pourrais vous lire tout ce que j'ai écrit sur la mobilité des identités pour que vous en ayez une vision un peu plus juste, précise. Mais comme il me reste plus que 8 minutes, parce que tout à l'heure c'était 10 minutes. Ah bon. Ah, ah bon, ben alors voilà, donc je vais les prendre tout à l'heure, alors pour revenir à la notion de mobilité des identités. Mais disons, mon premier point, c'est on est vraiment dans un premier temps, premier mouvement, révolution masculine, qui nous permet de parler de la mobilité des identités. Oh, c'est gentil. Et donc, ça permet, cette mobilité des identités permet la réflexion sur la subjectivité. On peut se dépêcher là. Sur le rapport aux normes, bien sûr. Attends, donc vous voyez bien là. Je fais quoi là? C'est tout. Hein. Voilà, eh ben, super. Donc là, me voilà autonome, vous voyez, hein, même par rapport à la technologie. Alors, donc, voilà, ça permet de s'interroger sur les conditions de passage d'une société à une autre. C'est-à-dire, rendre compte comme ça de ces transformations nous permet de nous interroger sur cette société vers laquelle nous tendons, et notamment l'idée que nous allons vers une autre société par le biais de cette mobilité des identités. Et j'arrive tout de suite. Voilà. Alors, l'idée, c'est que cette mobilité des identités, ça y est, j'ai perdu mon bouton. Ah ben voilà. Alors merci beaucoup. Alors c'est bien sûr, et là je vais très très vite parce que vous en avez tous très bien parlé, c'est une société qui se caractérise par la perte de légitimité du patriarcat à la suite de l'égalité, bien sûr, entre guillemets, hein, des droits masculins, féminins, bien sûr, tout ça entre guillemets, des transformations juridiques, du changement des mœurs, de l'influence de la culture gay, mais bien sûr, les modèles patriarcaux perdurent. Ils engendrent, et là je ne vais pas m'étendre parce que j'en parle assez souvent et c'est pas la peine que je revienne là-dessus, ça engendre une juxtaposition des modèles traditionnels, industriels, contemporains, et ça engendre des tensions entre ces modèles, et ça engendre aussi du masculin défensif, donc c'est ce qu'on trouve à l'échelle de l'ensemble de la planète. Et bien sûr, on assiste... ah ben zut, voilà. Oui. Voilà, on insiste au passage de la monoculture masculine féminine à la polyculture masculine et féminine. Bien sûr, l'affiliation de sang ne constitue plus la référence exclusive de la paternité.